L'Europe des années 30, quand la misère économique et le ressentiment politique mènent certains peuples à adopter des régimes totalitaires. Bonjour, chers amateurs d'histoire. Alors, au lendemain de la Première Guerre mondiale, la paix est encore extrêmement fragile. Pourquoi? Parce qu'il y a différents problèmes. Il y a les problèmes reliés à l'application des traités, notamment le traité de Versailles, et il y a aussi des difficultés économiques et sociales auxquelles sont confrontés les gouvernements. Alors, tout ça va contribuer à fragiliser rapidement la paix et favoriser la montée des contestations politiques au sein de différents pays. Or, ces contestations politiques vont prendre deux différents visages. Il y aura d'abord des contestations de gauche, avec des révolutions communistes, alors ou des tentatives vers des révolutions communistes. Et d'autre part, on va assister à l'apparition d'une idéologie nouvelle, le fascisme. Ainsi donc, la crise de 1929 va entraîner deux attitudes dans les différents pays d'Europe. Alors d'une part, il y aura les démocraties comme la France, la Grande-Bretagne, ou plus loin les États-Unis, qui vont accorder des avantages sociaux à leur population pour les aider à faire face aux différentes difficultés. C'est le fameux New Deal des États-Unis qui va être imité par bien d'autres pays par la suite. Mais une autre attitude va être présente également en Europe, c'est l'attitude des régimes totalitaires, comme en Italie, en Allemagne ou en URSS, qui vont entrer, eux, dans des économies de guerre. Mais il y a une question qu'on devrait d'abord se poser, mais qu'est-ce qu'un régime totalitaire? Alors, le totalitarisme est le système politique des régimes à parti unique, les régimes qui n'ont qu'un seul parti autorisé. Alors, ce genre de régime n'admet aucune opposition organisée. Et en fait, dans un régime totalitaire, l'État tend à confisquer la totalité des activités de la société. Alors, pour reprendre une formule célèbre, tout dans l'État, rien contre l'État et rien hors de l'État. Cette citation nous vient de Benito Mussolini, qui se connaissait en régime totalitaire vu qu'il en a créé un lui-même en Italie. Alors donc, c'est de cette façon-là qu'on peut le mieux définir le totalitarisme. Et en ce sens, le totalitarisme va plus loin qu'une dictature classique. Alors, quelles sont les caractéristiques habituelles d'un régime totalitaire? C'est qu'il y a, entre autres, une idéologie qui est imposée à tous. Alors, le communisme en URSS, ou le fascisme en Italie, ou le nazisme en Allemagne, une version, disons, plus forte du fascisme. Et d'autre part, dans un régime totalitaire, on va retrouver au sommet un parti unique qui contrôle l'appareil d'État et qui, normalement, est dirigé par un chef charismatique. Les exemples sont nombreux. Staline, Mussolini, Hitler en sont des beaux exemples. Et d'autre part, les régimes totalitaires peuvent compter sur un appareil policier qui n'hésite pas à recourir à la terreur pour asseoir son pouvoir. Et ce gouvernement montre une direction centrale de l'économie dans laquelle il détient un monopole des moyens de communication de masse. Donc, c'est le gouvernement normalement qui contrôle la radio, le cinéma, éventuellement la télévision. Mais le gouvernement détient aussi un monopole de la force armée pour bien faire appliquer son autorité sur l'ensemble de la population. Alors, deux exemples de totalitarisme qu'on pourrait mentionner pour l'Europe des années 30, c'est le fascisme de l'Italie et de l'Allemagne et le communisme stalinien en vogue en URSS. Et on va en retracer les origines. Alors, j'ai parlé précédemment de la frustration de la population italienne au lendemain de la Première Guerre mondiale. On a été privé notamment des territoires que l'Italie convoitait. Alors, face à une situation de crise à la fois économique, sociale et morale, l'Italie va s'orienter vers le fascisme dès 1920.
En fait, en 1921, Benito Mussolini va fonder le Parti national fasciste. Alors, Mussolini va organiser notamment une marche sur Rome le 29 octobre 1922 pour prendre le pouvoir. Et le roi Victor Emmanuel II va céder face à l'intimidation et va appeler Mussolini pour former un gouvernement. Et rapidement, Mussolini profite de sa position privilégiée pour établir une dictature. Alors, avec le temps, le parti fasciste va s'emparer de tous les pouvoirs. Alors, on va assister à la création d'un grand conseil fasciste, d'une milice qui chasse les opposants. Et en avril 1924, le parti va gagner des élections qui sont de toute évidence truquées. Alors, un seul député socialiste, Matteotti, va protester. Il est alors assassiné. Alors, ce qui va contribuer à museler l'ensemble de l'opposition. Alors, en 1926, au moment où est-ce que Mussolini se sent bien appuyé, bien assis sur le pouvoir, il va faire voter les premières lois fascistes, notamment la suppression de la liberté de la presse, l'interdiction des partis d'opposition, et on assiste à cette occasion-là à la naissance d'un régime totalitaire, un régime dans lequel on n'autorisera qu'un parti unique et où est-ce que le gouvernement va contrôler toutes les sphères de la société. Alors, à quoi ressemble l'Italie de Mussolini? Elle se reconnaît d'abord par le culte du chef. Alors, le chef, c'est-à-dire Mussolini lui-même, qui est surnommé le Duce, ce qui veut dire le guide, et dans l'idéologie de ce régime, le Duce a toujours raison. Et le parti fasciste, à cette époque-là, qui est le parti unique en vogue, alors le parti fasciste fait la loi. Alors un parti unique où est-ce que toute opposition est interdite. Et d'ailleurs, pour préparer l'avenir, la jeunesse est embrigadée. Alors on enrôle les enfants dès l'âge de 4 ans dans une organisation qu'on appelle les Fils de la Louve, qui fait référence à la Louve de Rome, celle qui a contribué à la fondation de Rome dans l'Antiquité. Et puis ensuite, les jeunes sont enrôlés dans les jeunesses fascistes. Alors donc, on embrigade la jeunesse dès son plus jeune âge. Et d'autre part, l'État prend en main la culture à travers la presse, à travers le cinéma, la radio et même l'architecture parce qu'on organise des grands travaux. Alors l'État mène une propagande. Et ont lieu à cette occasion-là des cérémonies grandioses qui essayent de reproduire la magie, la grandeur de l'ancienne Rome, la Rome antique. Alors l'idée étant, par ces cérémonies grandioses, de créer un large consensus autour du Duce. Alors tout le monde se retourne de plus en plus vers le Duce, vers le leader. Et ce leader, Benito Mussolini, va développer une politique économique qui se résume à peu de choses, c'est-à-dire qu'il veut créer des grands travaux d'abord pour créer des emplois, pour faire face à tous les problèmes que peut occasionner la crise des années 30. Et d'autre part, il veut faire en sorte que l'Italie vive en autarcie, c'est-à-dire qu'elle puisse se suffire à elle-même, alors acheter le moins possible à l'étranger et fournir à elle-même à tous ses besoins. Mussolini a également une politique sociale, c'est qu'il désire une Italie jeune et dynamique et de ce fait, il va encourager la natalité. Ça se manifeste sous la forme d'une aide maternelle, mais aussi un impôt sur les célibataires qui ne contribuent pas assez à l'effort de natalité. Et d'autre part, il interdit l'émigration. Alors, face à la crise, beaucoup d'Italiens sont tentés d'émigrer en Amérique, notamment aux États-Unis, pour peut-être vivre mieux, mais le parti fasciste va freiner considérablement les possibilités de le faire. Et évidemment aussi, pour s'assurer de la collaboration des forces des travailleurs, les syndicats vont être remplacés par des corporations qui vont regrouper à la fois les patrons et les ouvriers. Et de ce fait, on contribue à ce moment-là à museler les forces du travail qui vont devoir collaborer main à main, dans la main avec les patrons qui vont véritablement contrôler la situation. Et pour ce qui est de la politique extérieure, quelle est celle de Mussolini? Bien, le but de Mussolini est de retrouver la grandeur de l'Empire romain. Et c'est inspiré par cela qu'il va notamment conquérir l'Éthiopie en 1935-1936. On avait vu précédemment dans une autre capsule à quel point l'Italie était déçue de ne pas avoir davantage de colonies. Alors Mussolini va essayer avec difficulté à y suppléer par cette difficile conquête de l'Éthiopie.
Et évidemment, c'est dans le même état d'esprit qu'éventuellement Mussolini va s'allier avec l'Allemagne nazie. Alors, si l'Italie est frustrée au lendemain de la Première Guerre mondiale, que dire de l'Allemagne qui a été vaincue? Alors, le Kaiser Guillaume II avait dû renoncer à son pouvoir, alors l'Empire allemand est remplacé par une république, la République de Weimar, qui va diriger l'Allemagne après la Première Guerre mondiale. Or, cette république n'est pas beaucoup aimée par la population parce qu'elle est associée à cette défaite de la Première Guerre mondiale et la République de Weimar ne pourra surmonter la Grande Dépression qui va être consécutive à la crise économique de 1929. Alors, face au mécontentement de la population, le Parti communiste et le Parti national-socialiste, c'est-à-dire nazi, vont remporter à la longue de nombreux succès. Et en janvier 1933, Adolf Hitler, le chef du parti nazi, va être nommé chancelier par le président de la République, Paul von Hindenburg. Alors, Hitler, qui était un grand admirateur de Mussolini, va marcher dans ses traces. Il porte désormais le surnom de Führer, qui signifie guide, un peu comme Duce signifiait la même chose pour Mussolini. Et donc, le Führer va prôner un fascisme dont la spécificité essentielle était son racisme exacerbé. Alors, face à l'humiliation qu'a occasionné le traité de Versailles, Hitler va mettre de l'avant la théorie du Lebensraum, c'est-à-dire le fait de devoir procurer davantage d'espace vital au peuple allemand qui en manque beaucoup selon lui. Alors, et il va prôner de plus en plus l'appartenance des Allemands à une race supérieure, qu'on appelle la race aryenne, qui, selon lui, donne des droits aux Allemands sur les autres peuples. Les Allemands étant un peuple supérieur, il a le droit d'imposer sa domination. D'autre part, Hitler a besoin d'un bouc émissaire, il va pointer constamment les Juifs. Pourquoi les Juifs en particulier? Ben, lui-même les déteste, évidemment, mais d'autre part, il y a le fait que les Juifs ont souvent été stigmatisés au cours de toute l'histoire de l'Europe, au cours du Moyen Âge et par la suite. Alors, les Juifs qui sont aussi très proches du monde bancaire, beaucoup de Juifs vont être des banquiers, alors on les accuse d'avoir joué un rôle dans la crise, dans le fait de contrôler l'ensemble des leviers de l'économie. On considère que les banquiers américains auxquels on doit tant d'argent sont également des Juifs. Donc les Juifs deviennent aux yeux de Hitler le bouc émissaire pour l'ensemble des problèmes que vit le peuple allemand. Et de ce fait, on doit de plus en plus les museler et éventuellement peut-être s'en débarrasser. Alors, telle est l'argumentation d'Hitler dans ses grandes lignes. Alors, en 1933-34, Hitler fait progressivement de l'Allemagne un État totalitaire dirigé par un parti unique et qui refuse toute opposition. Alors, lui-même qui est arrivé au pouvoir grâce à la démocratie, Hitler supprime toutes les libertés, la liberté d'opinion, la liberté de la presse, et il interdit également les mauvais livres, notamment les livres, par exemple, qui ont été écrits par des Juifs. Alors, les livres interdits, les mauvais livres, vont être brûlés pendant des cérémonies qu'on appelle les autodafés. Alors, l'idée étant de recourir essentiellement à une pensée unique, une pensée qui ne défie pas l'idéologie mise en valeur par le régime fasciste. Alors, Hitler va créer notamment une police politique, la Gestapo, qui est dirigée par Himmler, qui surveille et terrorise ses opposants, tandis que la propagande officielle est organisée par le ministre Goebbels, alors qui va contrôler de plus en plus la presse écrite, la radio, le cinéma, etc. Alors tous les médias vont être progressivement de plus en plus censurés pour ne mettre en valeur que les idéologies mises de l'avant par le parti nazi. D'autre part, encore une fois, dans son imitation de Mussolini, Hitler va s'assurer que dès leur plus jeune âge, les enfants soient enrôlés dans les jeunesses hitlériennes. Alors l'idée étant d'embrigader les jeunes dès leur plus jeune âge pour mieux les contrôler. D'autre part, des camps de concentration vont être ouverts dès 1933 pour emprisonner les opposants. Ces camps de concentration vont éventuellement évoluer vers les fameux camps de la mort dont la réputation n'est plus à faire de nos jours.
Ainsi donc, au nom de la supériorité prétendue de la race aryenne, l'État nazi va mener une politique raciste et antisémite de plus en plus violente. Alors en 1935, les lois de Nuremberg ôtent aux Juifs la citoyenneté allemande. Et en 1938, leurs magasins, leurs synagogues vont être détruits pendant la fameuse nuit de cristal qui se passe du 9 au 10 novembre, durant laquelle de nombreuses vitrines, de nombreux magasins vont être brûlés, détruits, des synagogues également, et 91 Juifs vont être tués lors de cette nuit. Alors, quelle est la politique extérieure d'Hitler dans un contexte semblable? Elle est fondée sur deux idées essentielles. Il s'agit de venger l'Allemagne qui a été humiliée lors de la Première Guerre mondiale et avec le traité de Versailles, et il s'agit également d'élargir le territoire allemand vers l'Est au détriment des Slaves, de façon à agrandir l'espace vital qui est si essentiel pour les Allemands, le peuple arien, comme ils l'appellent. Alors, toute l'économie allemande va rapidement être mobilisée pour préparer la guerre en augmentant fortement la production d'armes par l'industrie. Et de ce fait, par ce moyen, Hitler va réduire artificiellement le chômage, ce qui va le rendre d'autant plus populaire. Alors donc, on quitte de plus en plus la crise économique grâce à cette économie de guerre qui relance le travail, qui relance la production et qui relance la consommation chez les Allemands. Alors, Hitler va apparaître de plus en plus comme un héros qui aurait sauvé l'Allemagne. Comme on le verra dans le chapitre suivant, l'Allemagne et l'Italie vont rapidement s'allier ensemble, avec aussi un autre protagoniste qui est le Japon. Alors pour ce qui est de la situation du Japon, il faut savoir que celui-ci ne va pas adopter formellement un régime fasciste, mais l'influence de plus en plus grande de l'armée sur le gouvernement du Japon et sur l'empereur Hirohito va amener le pays éventuellement à une politique expansionniste dans toute la sphère de l'Asie de l'Est et du Sud-Est. Rappelons-nous que le Japon, dès cette époque-là, est un grand producteur industriel, mais comme c'est un archipel d'îles avec des ressources limitées, il a besoin d'augmenter son territoire pour pouvoir compter sur davantage de matières premières. De ce fait, dans cette optique, les armées nippones, dès 1931, vont envahir toute la Mandchourie en Chine. Et en janvier 1932, le Japon va conquérir également Shanghai et une partie du littoral, puis dans les années qui vont suivre, le Japon va étendre sa domination à toute la Chine du Nord. Et ensuite, en 1937, lors d'une campagne d'une extrême violence, le Japon va chercher à s'emparer du reste de la Chine, dont il va soumettre les régions conquises à un régime d'occupation particulièrement sévère. Mais revenons en Europe. Parallèlement à l'Italie et à l'Allemagne, la Russie va connaître également les hantises d'un régime totalitaire. C'est qu'en Russie, l'après-Première Guerre mondiale va être également caractérisé par l'avènement d'un nouveau régime politique qui va favoriser l'installation d'une dictature. Alors celle-ci, par contre, ne reposait pas sur le fascisme, mais sur le communisme. En effet, en février 1917, la révolution des Soviets va obliger le tsar Nicolas II à abdiquer. Et puis, en octobre 1917, une nouvelle insurrection va entraîner la mise en place d'un gouvernement soutenu par les bolcheviks et dirigé par Lénine. Alors, le parti bolchevique va prendre le nom de Parti communiste et une guerre civile va ensanglanter le pays. Et ainsi, en 1922, un nouvel État va être instauré, l'Union des républiques socialistes soviétiques, qu'on appelle aussi l'URSS. Et bientôt, Joseph Staline va prendre la direction du Parti communiste et du pays, instaurant par le fait même un régime de terreur au sein d'un État totalitaire. Ainsi donc, comme on peut le voir, la Première Guerre mondiale ne s'est pas terminée sur les meilleurs termes. Alors, les différents traités de paix ne procureront pas beaucoup de satisfaction aux vainqueurs, ni surtout aux vaincus. D'autre part, la situation économique qui est déjà difficile au lendemain de la guerre va s'empirer à partir de 1929 avec cette grande crise économique mondiale qui va contribuer à créer beaucoup de misère et aussi, surtout, beaucoup de ressentiment. Alors, des hommes politiques comme Mussolini, comme Hitler, comme Staline, vont réussir à tabler là-dessus pour s'asseoir sur un pouvoir véritablement très puissant et animé par une dynamique de guerre qui ne peut mener qu'à un éventuel conflit généralisé
pour l'ensemble de l'Europe et pour l'ensemble du monde. Et c'est ce qu'on va appeler la Deuxième Guerre mondiale.